Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette foire en question sur Entracte Science, foire en question pour laquelle j'ai le plaisir d'accueillir Christophe Hendricks. Christophe, bonjour. Bonjour, bonjour. Donc Christophe, tu es toujours en Argentine à l'Unidad Ejecutora Lillo de San Miguel de Tucumán, donc au muséum de Tucumán si j'ai bien compris, où tu es paléontologue. Et donc, on t'a déjà invité plein de fois, tu es notre paléontologue touche à tout. Et la dernière fois, on a parlé de la queue du spinosaure, et cette fois, on va parler de la queue de Juravenator, mais aussi et surtout du cloaque de Psittacosaurus. Donc voilà, on a des sujets variés avec Christophe, et toujours légèrement tendancieux. On a tendance à se focaliser sur la queue, je ne sais pourquoi, mais ma foi. Donc, déjà, on va peut-être commencer par parler du cloaque de Psittacosaurus parce que c'est quelque chose qu'on nous a demandé. Donc, vous voyez, quand vous nous faites des demandes, on vous écoute et on vous apporte les paléontologues qui participent aux articles puisqu'il y a 2 articles et il y en a un au moins des 2 auxquels tu as participé. Donc, Christophe, la première question, qu'est-ce qu'il nous apprend ce cloaque de Psittacosaurus? Déjà, comment il est préservé et qu'est-ce qu'il nous apprend? Oui, alors je vais commencer par la publication de Winter et al., puisque tu l'as dit toi-même, il y a 2 publications. On va expliquer pourquoi il y en a 2 d'ailleurs, parce que ce sont 2 publications d'équipes différentes. Donc il y a une histoire derrière. Je ne sais pas s'il est intéressant, mais en tout cas, oui, il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Donc je vais commencer évidemment par celle de Winter qui a été publiée, qui a été donc peer-reviewée, qui a été révisée par des scientifiques, qui a été publié en tant que correspondance, donc c'est 2 pages en fait, c'est relativement court, dans la revue quand même prestigieuse de Current Biology, qui a un facteur d'impact assez élevé. Et donc voilà, ce sont des auteurs qui décrivent pour la première fois plus ou moins en détail le cloaque préservé de Psittacosaurus, cloaque qui n'est connu que chez ce spécimen pour tous les dinosaures non aviens. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant. C'est le premier cloaque et l'unique dont on a connaissance. Par conséquent, il nous offre beaucoup d'informations quant à l'anatomie de ce cloaque, savoir un peu quelle était la morphologie de cet organe copulateur excrétoire. On parle en fait du spécimen de Psittacosaurus de Francfort. Donc c'est un spécimen avec une histoire un peu controversée puisque c'est un spécimen qui a été acheté sur le marché il y a plusieurs dizaines d'années de cela, par un collecteur. Est-ce qu'il n'était pas italien? Je ne m'en rappelle pas, mais bref, qu'il a légué à ce muséum de Francfort, donc allemand. C'est un spécimen de Chine dont malheureusement nous n'avons pas d'informations très précises. Nous ne savons pas exactement d'où il provient. On sait plus ou moins dans quelle province de Chine. Mais on peut juste dire qu'il vient du Crétacé inférieur, puisque tous les psittacosaures viennent de cette partie de l'échelle des temps géologiques. C'est un spécimen qui est vachement connu, puisque c'est celui qui a démontré que Psittacosaurus avait des genres de filaments sur la queue. Absolument, donc c'est ça, j'allais en parler tout de suite. C'est un spécimen tout à fait exceptionnel pour plusieurs choses, mais surtout pour son tégument. Donc c'est un spécimen qui préserve une grande partie de la peau écailleuse. Donc c'est le spécimen le mieux préservé au niveau de cette peau écailleuse. Alors ça ne compare pas évidemment avec les spécimens de théropodes avec plein de plumes et tout ça, mais là on parle de peau écailleuse. Donc c'est le dinosaure non avien le mieux préservé au niveau de la peau écailleuse. Et puis il préserve également ces filaments assez épais au niveau de la queue, ce qui a démontré donc que certains ornithiciens, comme celui-là, et ainsi que Tian Liang, qui est un hétérodontosauridé, donc on va dire un ornithicien relativement basal, préservaient également des filaments. Alors, il y a toujours un débat, on ne sait pas exactement si ce sont des filaments qui sont homologues à ceux qui sont portés par les théropodes, donc là où on a vraiment des stades de complexité différente qui nous mènent jusqu'à la plume des oiseaux. Mais en tout cas, donc, c'est un spécimen qui préserve ces filaments tégumentaires au niveau de la queue et donc également
un cloaque, le seul et unique cloaque préservé chez un dinosaure nonavien, donc un spécimen excessivement important, et également des pigments tégumentaires qui nous démontrent dans une publication par Winter, ce même auteur qui travaille sur le cloaque, que c'est un dinosaure qui manifestement utilisait une sorte de mimétisme où on pense que le ventre, le poitrail était plus clair que le reste du corps. Donc on a des pigments. Et c'est également le cas, à vrai dire, avec le cloaque. Donc je vais le décrire succinctement. Winter, en fait, constate que c'est un cloaque qui est préservé postérieurement à une callosité, donc une protubérance qui est formée par l'ischion. L'ischion, c'est cet os du bassin qui pointe chez les ornithischiens vers l'arrière. Donc, c'est une ouverture, d'après Winter, qui est délimitée à l'avant par 2 lèvres importantes, protubérantes, latérales, qui convergent antérieurement et qui forment une sorte de V derrière lequel devait se situer l'ouverture du cloaque. Et donc, derrière l'ouverture du cloaque, il y aurait également un lobe dorsal avec plusieurs plis comme ça. Ces lèvres latérales sont fortement pigmentées. On le voit très bien. Elles sont très foncées et elles sont couvertes de petites écailles de 3 à 6 mm qui sont imbriquées. Le lobe dorsal, derrière l'ouverture du cloaque, a des écailles différentes, de différentes densités, avec des plis longitudinaux. Et alors, ce qu'il propose, et c'est pour ça que c'est intéressant et que ça a été publié dans une revue quand même importante, c'est qu'il propose en fait que ces lèvres latérales foncées avaient une sorte de rôle de signalement social, une fonction de signalement visuel qui permettait donc aux mâles ou aux femelles, n'en sais rien, de localiser le cloaque. Et alors, ils pensent également que ce cloaque, même s'ils n'en ont pas des preuves, avait peut-être également un rôle olfactif, où il y aurait des glandes de sécrétion, comme on en retrouve chez les crocodiliens et chez les oiseaux. Et donc, il propose non seulement une fonction de signalement visuel, mais également une fonction olfactive pour ce cloaque. D'accord. Et cette fonction de signalement visuel, elle est... Bon, déjà, la fonction phéromonale, je veux dire, ouais, pour les phéromones, il y a aucune preuve de ça, tu l'as bien dit. Non. Le signalement visuel, par contre, c'est intéressant, c'est quand même une interprétation qui se base sur la présence donc de pigments sur ce cloaque. Est-ce qu'on a des bonnes raisons de penser que la pigmentation qu'on voit sur le cloaque est de la vraie pigmentation naturelle? Je pense vraiment, pour la simple et bonne raison qu'il y a eu une autre publication qui a été publiée quelques années auparavant sur la coloration de ce psittacosaure sur ce spécimen. Donc oui, manifestement. Je me rappelle quand même qu'ils disent dans cet article qu'ils n'ont pas retrouvé de mélanosome, c'est-à-dire ces organites qui donnent des informations sur la couleur. Par exemple, chez les plumes, on en retrouve très souvent chez les plumes qui nous permettent de savoir si les plumes sont plutôt claires ou foncées. On en retrouve par exemple chez Compsognathidae, chez Anchiornis et tout ça. Ici, je pense qu'ils n'ont pas retrouvé ces mélanosomes, mais en tout cas, ils pensent vraiment que l'animal montre des zones foncées et claires qui ne doivent pas être taphonomiques, qui doivent vraiment être dues à la pigmentation réelle de la peau de cet animal. Ce qui est logique, on voit vraiment des zones plutôt claires au niveau du ventre, c'est le cas par exemple de la queue, et le cloaque est foncé, donc je crois qu'on peut quand même être relativement confiant sur la véracité de ces pigmentations chez Psittacosaure. Donc voilà. Par contre, en revanche, ce qu'ils ne sont pas capables de dire, c'est qu'ils ne savent pas si le cloaque, cette ouverture cloacale, est allongée, longitudinale et en forme de fente, comme chez les crocodiliens,
ou plutôt comme chez les oiseaux, c'est-à-dire un cloaque arrondi, rond, subcirculaire. Donc voilà, ils Il sont reste en capables. suspens, quoi. Voilà, ils reconstituent donc le cloaque avec ces deux lèvres qui ne se retrouvent pas chez les autres animaux, hein. Donc par exemple chez les crocodiliens, on trouve bien deux lèvres, mais qui, comment je vais décrire ça, qui sont en fait latérales par rapport à l'ouverture longitudinale du cloaque, qui forment une sorte de demi-disque de part et d'autre, donc gauche et droite. Ici, en revanche, on a des lobes. Non, ce ne sont pas des lobes, ce sont des lèvres latérales qui convergent, qui forment un V comme ça où se situe le cloaque entre ces deux lèvres. Ça, ce serait tout à fait propre à ce dinosaure et peut-être à d'autres dinosaures. Encore une fois, les oiseaux, eux, c'est un rond. Et l'oiseau, c'est un simple rond avec une sorte d'anneau arrondi qui donc est différente de cette fente allongée qui se retrouve donc chez les crocodiliens et peut-être chez Psittacosaurus. D'accord. Et ils arrivent à déterminer le sexe de Psittacosaurus du coup? Non, en effet. Alors ils en parlent très brièvement, si je ne me trompe. En tout cas, ils ne peuvent pas se prononcer quant au sexe de l'animal pour la simple et bonne raison que les organes copulatoires, donc des crocodiliens, des oiseaux et donc de Psittacosaurus, ça c'est un point important, sont internes. Et là, uniquement le cloaque externe est préservé. Donc on n'a aucun organe copulatoire qui est préservé chez ce spécimen. Donc on ne peut pas savoir s'il s'agit d'un mâle qui aurait un pénis. On pense vraiment que les dinosaures avaient un pénis rétractable, hein, je crois, comme chez les crocodiliens et les oiseaux. Mais ce pénis n'est pas préservé, donc on ne sait pas s'il s'agit d'un mâle ou s'il s'agit d'une femelle. Ouais. Il y a certains oiseaux qui ont un pénis rétractable, notamment les plus basaux, comme les anatidés, donc les canards et les ratites. Oui, les autres. Mais c'est vrai que c'est pas tous les oiseaux qui ont un pénis. Mais comme les plus basaux l'ont, il y a de bonnes raisons de croire que les dinosaures l'avaient, quoi. Oui, les dinosaures on parle laviens. Étant donné que les crocodiliens, donc, qui sont les plus proches parents des dinosaures, mais qui ne sont pas des dinosaures, ont un pénis rétractable, et que les oiseaux qui sont des dinosaures, ce sont des théropodes, en tout cas les plus basaux, ont un pénis, eh bien, on imagine tout simplement d'un point de vue de la phylogénie, de la classification des archosaures, que les dinosaures devaient posséder également un pénis. Ok, donc on peut pas déterminer le sexe parce que le pénis est caché à l'intérieur, donc les mâles et les femelles se ressemblent. Du coup, est-ce qu'on peut en déduire quoi que ce soit par rapport à la reproduction, de la façon dont ils se reproduisaient? Parce que ça, c'est une question qui revient souvent. Est-ce qu'ils se montaient dessus, les dinosaures? Oui, puisqu'on estime que les mâles devaient avoir un pénis rétractable, donc lors de la copulation, ce pénis devait sortir du cloaque et devait s'insérer dans le cloaque des femelles. Donc, mais est-ce que ce cloaque lui-même ne nous informe pas si ce n'est donc le rôle de signalement, on pouvait imaginer que les mâles et les femelles devaient se renifler le derrière et se reconnaître peut-être de loin, ou est-ce que, alors j'en sais rien, hein, je pars dans des hypothèses, mais est-ce que la coloration du cloaque pouvait changer lorsque les femelles étaient en fleur ou des choses comme ça en rut? Je n'en sais strictement rien, mais en tout cas, sur le mode de copulation des dinosaures, la morphologie du cloaque ne nous dit pas grand-chose. En fait, ce qu'on sait maintenant, mais ça semble tout à fait logique, et on revient encore une fois avec cette parenthèse phylogénétique, hein, je m'excuse, mais traduction de l'anglais, c'est qu'on savait quand même que le cloaque devait se situer au niveau de la partie antérieure de la queue, très proche de l'ischion. Donc là, voilà, c'est confirmé avec ce spécimen. On sait maintenant que le cloaque se situe juste derrière cette callosité ischienne de l'ischion. Donc voilà, la copulation devait se faire tout simplement avec un animal qui devait monter la femelle et le pénis s'insérer dans le cloaque de la femelle. Mais ça, on le savait déjà.
Oui, D'accord. Alors, on s'en doutait déjà. Ouais. Par on rapport aux s'en doute. phéromones, je me demande chez les oiseaux, est-ce que les oiseaux utilisent vraiment les phéromones? Donc, Voilà. l'utilisation des phéromones chez les oiseaux, chez les archosaures en général, ça risque d'être compliqué parce qu'ils n'ont pas ils ont pas d'organe voméronasal. Donc, l'organe voméronasal, c'est ça normalement qui utilise les phéromones. Donc, faire l'hypothèse d'utilisation des phéromones chez les dinosaures non plus, il n'y a pas d'organe voméronasal, déjà à cause du phylogenetic bracketing, mais aussi parce qu'il y a une cavité dans l'os vomaire qui est dédiée à l'organe voméronasal et on la retrouve pas chez les dinosaures. Donc, ce serait étonnant qu'il y ait eu une fonction phéromonale. Donc, c'est bizarre quand même qu'ils fassent cette hypothèse. Les crocodiliens ont quand même une glande paracloacale. Musk, c'est quoi? C'est une glande, glande excrétoire, un truc comme ça, Ah, qui le produit donc muscle, un ouais. liquide en, riche en matériel. Donc oui, ça se retrouve chez les crocodiles, en tout cas, c'est ce qu'ils disent. Non, mais c'est une question intéressante parce que ouais, les archosaures sont connus pour ne pas avoir ce qu'il faut pour capter les phéromones, dans le nez en tout cas. Donc, c'est une hypothèse, c'est quand même pas une petite hypothèse de faire l'hypothèse des phéromones. Donc c'est vrai que c'est intéressant de voir que les crocodiles ont effectivement une glande qui sécrète des phéromones, même s'ils n'ont pas ce qu'il faut pour les capter. Alors, je sais pas du coup par où ils les captent. Peut-être par la langue ou peut-être par, je sais pas. Je ne pense pas qu'ils parlent de phéromones. Je pense qu'ils parlent juste de glandes sécrétoires D'accord. euh, Donc, ce serait juste l'odeur, quoi. avec une odeur, oui. Donc, Et donc ça, c'est pour l'article de Jacob Winter, mais il se trouve que tu as étudié avec d'autres collègues à toi exactement le même spécimen, et vous avez publié, alors pas encore publié parce que c'était sorti juste en préprint, mais tu vas nous raconter l'histoire exacte de cet article. Mais en gros, tu as publié toi aussi une étude qui atteint des conclusions légèrement différentes, et notamment sur l'interprétation de la forme du cloaque que toi et tes collègues interprétaient comme plus crocodilienne, on va dire. c'est exact, c'est exact. Alors, ça pourrait paraître étonnant d'avoir deux articles sur le même spécimen, sur le cloaque, de deux équipes différentes, mais en fait, il y a eu un gros conflit d'intérêts. Donc, c'est une histoire assez longue hein, que je peux expliquer sans trop rentrer dans les détails. En fait, je m'intéresse à la peau écailleuse des dinosaures carnivores, les théropodes, depuis quelques mois. J'ai d'ailleurs une publication qui est in review pour le moment. Et donc, dans cette publication, ce que je propose, c'est une matrice de données avec des caractères tégumentaires que j'ai codés surtout chez les dinosaures carnivores, les théropodes, mais également chez les proches parents comme les sauropodomorphes et divers ornithischiens. Et en codant, en fait, Psittacosaurus, dont le spécimen a une peau écailleuse extrêmement bien préservée, eh j'ai constaté justement que cette peau écailleuse n'a jamais été publiée et décrite dans les détails, donc mérite une meilleure description. Donc j'ai contacté en fait Jacob Winter et Mayer pour savoir si je pouvais proposer en fait une description de la peau écailleuse de ce spécimen. Ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de problème, mais Jacob Winter me parle en fait que cette peau écailleuse a été brièvement décrite dans les divers papiers qu'il a publiés sur ce spécimen. Et ils en ont d'ailleurs fait une reconstitution en 3 dimensions à partir d'une sculpture. Et juste après, dans une phrase qui suit celle de cette sculpture en 3 dimensions, il me dit on est en train également de faire une reconstitution du cloaque avec mon collègue Bob Nichols, qui est donc un paléosculpteur, hein, c'est pas un paléontologue, et une troisième personne, dont tu as cité le nom d'ailleurs tout à l'heure, dont j'ai déjà oublié le nom, bref, et que je ne connaissais pas. Donc Diane malheureusement, Kelly. voilà, merci. Malheureusement, je lis ça très brièvement, très rapidement, et dans ma tête, il est tout simplement en train de faire une reconstitution du cloaque à partir de cette sculpture, et il n'est pas en train de travailler là-dessus. Grossière erreur, puisque moi je dis à mes collègues, donc j'invite en fait le spécialiste de la peau écailleuse des dinosaures, le spécialiste du genre Phil Bell, qui est un Australien absolument adorable, excellent, vraiment le spécialiste en la matière, il s'y connaît très bien, qui commence à travailler sur cette peau écailleuse de Psittacosaurus. J'invite également Michael Pittman, un paléontologue assez réputé au niveau des théropodes, des dromaeosauridés.
c'est important de rappeler on parle énormément des dinosaures à plumes et du coup, on en vient presque à oublier qu'ils avaient surtout des écailles. Ah oui, Donc non, c'est tout à bien que fait. tu Et nous en d'ailleurs, parles parce que ça vient de rappeler aussi qu'ils ont des écailles. D'ailleurs, la plupart avaient des écailles en dehors absolument, des théropodes. on peut même dire la majorité des dinosaures avaient des écailles. Puisque pour le moment, on n'a absolument aucune preuve de l'existence. Alors ça, c'est un autre chapitre, hein, là, par contre, c'est plus ma tasse de thé. Et je vais publier d'ailleurs quelque chose sur les théropodes non aviens qui sont toujours constitués maintenant, en tout cas, c'était pas le cas auparavant, mais qui sont toujours reconstitués avec des plumes, des protoplumes et tout ça. Mais en tout cas, chez les théropodes basaux, comme par exemple Carnotaurus, chez des dinosaures comme Allosaure, chez les tyrannosauridés, on n'a que des preuves d'écailles et on n'a pas encore de preuves de filaments tégumentaires. Mais ça, c'est encore autre chose. Mais c'est vrai, et par exemple, tous les sauropodomorphes, on n'a que des preuves d'écailles pour le moment. La grande majorité des ornithischiens, comme les hadrosaures, comme les cératopsiens, comme les thyrophores, dont les ankylosaures et les stégosauriens, tout ça n'ont que des écailles. Hein. Ils ont une grande diversité d'écailles. Alors, c'est très intéressant. Et je suis en train de travailler sur un chapitre du livre de Dinosauria, non, attends, c'est Complete Dinosaur Third Edition, où on retrace un peu la morphologie des téguments de ces dinosaures. Et donc, oui, la majorité avait quand même des écailles. Ce qui est le cas donc, chez Psittacosaures, c'est le cas d'un grand nombre de dinosaures. Donc, oui, ça c'est très bien de le rappeler. Mais donc, je reviens avec cette histoire avec Jacob Winter. Donc, malheureusement, j'interprète très mal son email. Je me dis, il travaille en fait sur une reconstitution du cloaque pour une sculpture. Sculpture d'ailleurs qu'on a pu voir hein, dans cette publication sur les couleurs de Psittacosaures. C'est une très belle sculpture. Bref. Et donc, je disais on a invité également Michael Pittman, puisque Michael Pittman a un peu révolutionné le domaine des dinosaures à plumes et tout ça et écailles, puisqu'en fait, il a proposé une nouvelle technique à partir d'un laser, où en fait, il utilise un laser pour révéler les structures comme les écailles, comme les plumes et tout ça, qui permettent vraiment vraiment de révéler certaines structures qui ne pouvaient pas être visibles, à l'œil nu avec d'autres techniques. Et en effet, Michael Pittman a examiné ce dinosaure et les photos qu'il a pu prendre de ce dinosaure avec son collègue Thomas Kay sont extraordinaires, sont très très belles, vraiment très belles. Elles révèlent très bien les différentes écailles qui sont magnifiques, hein, vraiment on voit la différente morphologie des écailles. C'est pour ça d'ailleurs que je voulais décrire ces écailles chez ce dinosaure, parce qu'elles sont très bien préservées, autant au niveau du cou qu'au niveau des épaules, qu'au niveau de la plante des pieds où les écailles sont différentes, et également au niveau de la queue et du cloaque, qui vraiment, dont l'anatomie, la morphologie se révèlent très bien avec ces photos. Logique évidemment d'inviter Michael Pittman. Et là, en fait, mon collègue Phil Bell, passionné par la peau écailleuse des dinosaures, commence à décrire la peau, donc les écailles différentes. Et il commence également à décrire les écailles au niveau du cloaque, logiquement, hein, puisque le cloaque est quand même défini par des plis, mais également, surtout, par des écailles. Et il s'emballe et il constate en fait que le cloaque, évidemment, n'a pas été décrit en détail, il a été juste brièvement décrit dans un papier par Winter, et il se dit, il nous contacte, Michael Pittman et moi-même, en disant, les gars, franchement, il faudrait qu'on propose une publication séparée pour le cloaque, parce que on a des superbes de photos, et ça nous permet d'apporter des informations très intéressantes quant au cloaque, qui, encore une fois, n'est préservé que chez ce spécimen-là, pour tous les dinosaures non aviens. Et il commence à décrire, hein, qui s'y connaît très bien, il fait des comparaisons avec les cloaques des oiseaux, des crocodiliens, des serpents et tout ça. Et on a un papier, deux papiers, donc un sur le cloaque et un sur les écailles de Psittacosaures. Ces deux papiers sont partagés sur Dropbox avec nos autres collègues, dont Jacob Winter. Jacob Winter qu'on a automatiquement invité dans ce papier sur le cloaque.
Mais à un moment donné, je me dis, attendez les gars, il y a quand même Jacob Winter qui a fait une allusion sur le cloaque. J'ai l'impression qu'il est en train de reconstituer le truc. Je vais contacter pour voir, pour être certain déjà s'il ne travaille pas là-dessus, et puis pour voir surtout s'il ne peut pas nous donner des photos de cette reconstitution de ce spécimen. Ce serait intéressant pour ce papier. Et je le contacte et je lui dis, ben voilà, on est en train de travailler là-dessus avec Phil Bell qui est le premier auteur, puisque c'est lui qui a tout décrit, qui a passé le plus clair de son temps sur ce projet-là. Et il nous répond très rapidement, écoutez les gars, non, je suis en train de travailler là-dessus, ça fait plusieurs années que je travaille là-dessus avec 2 collègues, s'il vous plaît, ne travaillez pas là-dessus, concentrez-vous sur les écailles du reste du spécimen. Grosse frustration, puisqu'on se dit, bon, ben voilà, bon, c'est foutu, on ne va pas pouvoir travailler là-dessus, il faut abandonner, c'est quand même très dommage par rapport à... Je me sens mal d'ailleurs, hein. Phil Bell a passé du temps, on s'était enthousiasmé parce qu'on savait quand même que ça allait être un papier qui allait être publié dans un truc important, hein. C'est le cloaque, c'est la reproduction des dinosaures et tout ça, on savait qu'on allait pouvoir publier ça quand même dans un papier, dans un journal important. D'accord, bon, donc voilà. arrivé là, en fait, tu pensais que tu avais Jacob Winter avec toi sur le truc, en fait, alors que pour lui, en fait, il travaillait de son côté depuis le début, et en fait, lui, il voulait pas... Oui, donc alors, Jacob Winter nous dit très clairement, écoutez, ne travaillez pas là-dessus parce que je suis en train de travailler sur ce projet depuis même plusieurs années. Donc non, vraiment, je travaille. Il y a quand même de la frustration parce que, bon, ça c'est mon opinion hein, personnelle, je me dis quand même que le gars aurait pu être plus explicite dans son email. Très sincèrement, je lui ai envoyé un email en lui disant, écoute, tu parles de reconstitution du cloaque juste après la sculpture de Psittacosaurus, j'ai mal interprété ça. Tu aurais quand même pu être plus clair quant au fait que tu travaillais sur le cloaque dans une publication, mais bref, peu importe. Donc nous, dans mon email, Phil Bell et moi-même, on se dit non, bah, d'accord, très bien, bah, tu travailles là-dessus, c'est d'accord, on va continuer. Sauf que Michael Pittman, qui a partagé ses photos qui révèle énormément de la morphologie du cloaque et des écailles avec Jacob Winter pour une publication antérieure, se dit, attendez les gars, si Jacob veut publier sur le cloaque, il doit automatiquement utiliser les photos, puisque ce sont les meilleures sur du genre. Donc, oui, je vais quand même, il ne m'a jamais contacté, il ne m'a jamais demandé de faire partie de son projet. Je vais quand même le contacter pour être certain que si il travaille sur, sur nos photos, bah, qui nous contactent et qui nous incluent, parce que c'est quand même, ils sont venus en Allemagne, ils ont développé une technique et tout ça, ils ont passé du temps, de l'argent et tout ça. Ce serait frustrant quand même de voir leurs photos publiées dans le papier de Jacob sans qu'ils soient invités. Donc alors là, c'est un truc qui se passe de leur côté. Donc Michael Pittman contacte Jacob Winter en lui disant, bah, écoute, franchement, si tu utilises mes photos, bah non, tu dois nous inviter, c'est la moindre des choses. Sauf que Jacob Winter dit non, mais attention, on a publié ces photos ensemble dans le Supplementary Information d'ailleurs, hein, dans les appendices de notre papier, j'ai tout à fait le droit de les utiliser. Et Jacob Winter n'a absolument pas l'intention donc d'inviter qui que ce soit d'autre et dit que d'ailleurs Michael Pittman fait pression sur lui alors qu'il ne devrait pas. Bref, Michael Pittman au final dit écoutez les gars, je le sens très très mal, je veux vraiment pas qu'il publie son papier sur le cloaque avec mes photos. Je trouve qu'il faudrait quand même qu'on publie notre papier dans un preprint avec nos photos dans le but de préserver la propriété intellectuelle, je crois, des photos que j'ai prises avec mon collègue Thomas Kay. Il arrive à convaincre Phil Bell, qui est le premier auteur, de publier ce préprint. Je suis franchement pas chaud parce qu'on a quand même dit à Jacob Winter qu'on ne travaillerait pas là-dessus. Mais c'est vrai, on est quand même convaincu par rapport au fait, parce que j'ai vu les emails, Jacob Winter nous dit quand même assez, pas clairement, mais il sous-entend le fait qu'il va utiliser quand même les données de Michael Pittman juste parce qu'elles ont été publiées dans un autre papier qu'ils avaient ensemble. Donc on se dit, bon, alors j'arrive, j'accepte de faire partie de ce projet en tant que dernier auteur, puisque c'est moi qui initie le projet, mais j'ai quasi rien fait, mais avec la seule et unique condition que
eh bien, ce papier ne sera publié avec mon nom dessus que si Jacob Winter fait partie du papier. Ça me semble tout à fait logique, il travaille sur le cloaque, donc il doit faire partie du truc. C'est un compromis que mes collègues acceptent. On publie ce truc en preprint. Je ne me suis jamais senti aussi malin, c'est la première fois que ça m'est arrivé. Parce qu'il y a quand même ce sentiment qu'on fait quelque chose de... Éthiquement parlant, c'est un peu dodgy, c'est pas super. Donc, je me sens très mal. Et voilà, le jour où le preprint est publié, email de Jacob Winter qui est très, très, très dur, qui nous dit qu'on l'a trahi, on lui avait dit qu'on n'avait pas travaillé là-dessus, et bing, on a ce truc-là. Et moi, je dis, écoute, je suis d'accord, je comprends ta réaction, mais contacte Phil Bell, parce que c'est lui le premier auteur, et c'est lui qui a pris, enfin bref, contacte-le. Donc voilà, Phil Bell est sur le terrain à ce moment-là, et puis il reprend contact avec Jacob Winter en lui disant, voilà, bah, écoute, on ne comprend pas pourquoi t'as pas inclus Michael Pittman, alors qu'il t'a apporté des informations hyper intéressantes par rapport à la morphologie du cloaque avec ses photos. Moi-même, donc, Phil Bell lui-même apportait des informations hyper intéressantes, et donc on aurait pu être inclus, mais bref. Bon, Jacob Winter ne l'a pas souhaité. Bon, bref, tout ça pour dire que Jacob Winter est très énervé, qu'on a un gros conflit d'intérêts, qu'il ne souhaite avoir aucun contact avec nous. Donc, voilà, 2 publications séparées. Une qui a été publiée, donc celle de Jacob Winter, qui ne cite absolument pas la nôtre. Ben oui, c'est logique, puisque la nôtre, elle n'a pas été peer-reviewée, et c'est un préprint, et puis surtout, le mec est hyper énervé par rapport à nous, donc il a décidé de l'ignorer, ce qui est respectable. Dire, tu dois normalement pas, t'es pas obligé normalement de citer un papier qui n'a pas été reviewé. C'est quand même accepté, même si certaines personnes se sont étonnées. Ben non, c'est pas illogique. Nous, en tout cas, dans quelle position on se trouve pour le moment? Phil Bell et moi-même, on préférerait vivement avoir cette partie sur le cloaque inclus dans ce papier sur le reste des téguments de Psittacosaure. On ne sait pas quelle est la position de Michael Pittman pour le moment. En tout cas, c'est Phil Bell qui a écrit tout le papier. Donc, puisque lui ne souhaite quand même pas avoir un papier séparé, je crois qu'il y a de fortes chances que ça n'arrive pas dans le futur. Voilà, ça c'est l'explication très longue, je m'en excuse par rapport à ça. Ce qui est très important à dire, c'est que manifestement, on a une interprétation différente de la morphologie du cloaque. Winter voit en fait 2 lèvres antérieures qui se joignent, qui forment un V. Donc ces 2 lèvres latérales qui sont pigmentées. Et nous, ces 2 lèvres, on y voit en fait 2 parties détachées du cloaque. Donc le cloaque, on l'interprète tout à fait comme une fente longitudinale, donc d'avant en arrière, comme chez les crocodiliens, pas de lèvres latérales chez nous. Le cloaque est donc préservé en 2 parties selon nous. On apporte plus d'informations par rapport à l'ontogénie, donc c'est-à-dire au fait que l'animal est certainement un subadulte. Donc c'est un animal qui a certainement atteint une certaine maturité sexuelle. Comme Winter, on n'est pas capable d'avoir des informations par rapport au sexe de l'animal. On ne peut pas dire s'il s'agit d'un mâle et d'une femelle pour les mêmes raisons, puisque les organes copulatoires sont internes. Et donc, on fait une description un peu plus détaillée des écailles qui entourent le cloaque. Et c'est à peu près tout, très sincèrement. Notre publication se différencie assez bien de celle de Winter au niveau, en fait, tout simplement du rôle olfactif. On ne parle pas de ça. On constate en effet que le cloaque est foncé, mais on ne se prononce pas par rapport à la fonction de signalement. Nous, on dit en tout cas que le cloaque est plus proche de celui des crocodiliens, puisque c'est une fente longitudinale, alors que Winter ne se prononce pas là-dessus et dit qu'il n'est pas capable de savoir la morphologie de l'ouverture du cloaque. Et voilà, et je suppose que nous allons donc discuter de la morphologie du cloaque proposée par Winter dans le papier sur la peau écailleuse de Psittacosaure. D'accord. Mais quand même, donc oui, comme tu le précises, votre article est quand même plus long et a plus de détails, et les photos sont effectivement très très détaillées et elles sont très très belles, quoi. Et
Bah, c'est vrai que on voit du coup le rôle qu'ont joué les fameuses photos. Mais c'est vrai que du coup, si l'article n'est pas publié, au final, il y a. Enfin, je sais pas, est-ce que vous avez l'intention de finalement le publier, cet article, ou est-ce qu'il va rester à l'état de préprint, ou est-ce que vous allez le rétracter ou... C'est ce que je disais, hein. Justement, j'en parlais. Phil Bell et moi-même, on n'est pas chaud pour publier ce papier séparément. Donc, pour nous, qu'il reste à l'état de préprint n'est pas un problème, puisqu'on a l'intention, donc, c'est d'inclure cette partie sur le cloaque et la morphologie du cloaque dans le papier sur le reste des écailles de Psittacosaure. Ce serait En une citant section... Jacob Wittmann. Oh, Jacob Winter. Oui, oui, en citant Jacob Winter, évidemment. On ne va pas Du se coup. permettre de l'ignorer, puisque non, il parle là-dessus. Donc. Et dans la discussion, il y a toujours une partie discussion, résultat, discussion et tout ça. Dans la partie discussion, on va on va discuter de cette morphologie proposée par Winter, puisque manifestement, on a une interprétation différente de la morphologie. Donc c'est surtout, ouais, c'est surtout un préprint qui est sorti pour sauver la propriété intellectuelle de Complètement, Pittman. C'est pour envoyer absolument. un message à Winter, quoi, que C'était uniquement c'est par pas très rapport à... ouais, c'est pas très déontologique de sa part d'utiliser un contenu qu'il n'a pas créé lui-même pour un article sans contacter la personne. En tout cas, c'est une situation dans laquelle je souhaiterais vraiment ne pas me retrouver. Et donc, j'ai appris certaines leçons, quoi. Et voilà. Ouais. Bah écoute, les conflits d'intérêts, ça s'apprend souvent à la dure. Ah, c'est le premier, Bon, premier ça m'arrive. Mais bon, bref, voilà. ouais. Allez, bah, continuons avec les écailles. Donc justement, on parlait de description de grande précision des écailles et tu parlais que tu étudiais ces écailles chez les dinosaures théropodes. Et justement, tu as sorti donc 2 articles sur un spécimen très très bien préservé de Juravenator. Et une fois de plus sur la queue de cet animal, ça va encore être des histoires de queue. Tu as retrouvé avec la même équipe, hein, c'est-à-dire toi, Phil Bell, Uniquement Phil Bell et moi. uniquement Phil Et Bell et toi, ouais. je fais Donc des études. vous avez retrouvé donc des écailles, différents types d'écailles. Donc c'est-à-dire que on a tendance à un peu simplifier l'histoire entre justement écailles et plumes, mais de même qu'il y a différents types de plumes, il y a différents types d'écailles. Donc et tout ça, ça se voit très bien chez Juravenator. Donc est-ce que tu peux nous décrire ce qui se passe chez Oui, Juravenator? bien sûr. Je vais débuter d'abord par le côté un peu historique, parce que je trouve ça intéressant. Sans rentrer trop encore une fois dans les détails, voilà, moi je m'intéresse en fait surtout à l'évolution des dents et des porteurs de dents chez les dinosaures carnivores. Donc ça m'a amené à visiter un très grand nombre d'institutions de collection. Et donc voilà, j'ai eu l'opportunité d'aller en Allemagne, de visiter le superbe musée qui est d'ailleurs dans un château. Donc j'invite vraiment tes auditeurs à se rendre dans ce musée d'Eichstatt. Qui a plusieurs spécimens extraordinaires, dont les 2 plus importants, en tout cas pour moi, c'est Archaeopteryx. Ils ont un spécimen d'Archaeopteryx très bien préservé, le spécimen d'Eichstatt, et Juravenator. Juravenator qui est un spécimen extraordinaire, puisque c'est un Compsognathidae quasi complet, préservé dans ses calcaires laminaires, hein, ceux qui ont donc fourni tous les Archaeopteryx ainsi que l'holotype de Compsognathus. Et Juravenator est quasi complet et surtout est très 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 bien préservé puisque, eh bien, il a préservé, ce spécimen préserve des écailles, tu l'as dit toi-même, mais également des protoplumes. Super intéressant. Donc moi, quand j'examine ce spécimen, j'ai acheté un microscope portable très très utile qui me permet de prendre des photos, surtout des dents, des denticules et tout ça. Mais comme je savais qu'il avait des écailles et que ça m'intéressait assez bien, la peau des dinosaures, j'ai décidé de prendre des photos de ces écailles, non seulement avec mon appareil photo, mais également avec mon microscope électronique. Et j'ai quand même dans cette idée de développer un projet sur la peau écailleuse des théropodes, puisque je constate franchement qu'il n'y a pas grand-chose qui a été publié là-dessus, très très peu de choses d'ailleurs. Et j'invite très naturellement Phil Bell à faire partie de ce projet, puisqu'il est le spécialiste de la peau écailleuse des dinosaures. Il a publié énormément de choses sur les sauropodes, sur les abrosaures. Et je partage évidemment toutes les photos que j'ai pu prendre des écailles que j'ai examinées dans différents musées, dont les écailles de Juravenator. Et un jour, je reçois un email en me disant, écoute,
J'ai pu voir les photos que tu as pu prendre de Juravenator, des écailles de Juravenator. Franchement, je suis impressionné parce que déjà, je constate qu'il y a trois types d'écailles différents. Et puis, il y a un type d'écaille qui semble avoir des disques comme ça. Et manifestement, j'ai l'impression que ça nous apporte des informations très intéressantes par rapport à ces écailles-là. Alors, super, super intéressant. Je regarde les photos que j'ai pu prendre et en effet, je constate qu'il y a ces disques que je n'avais absolument pas vus auparavant. Donc, c'est l'œil de l'expert qui m'a montré quelque chose que je n'avais pas vu. Et voilà, de fil en aiguille, on a travaillé là-dessus. Lui, en tant que premier auteur, puisque c'est spécialiste du genre et qui écrit très bien et tout. Moi, en tant que deuxième auteur, mais j'ai quand même fait toutes les figures et tout. Et ce qu'on a pu constater chez Juravenator qui n'avait pas été publié auparavant, parce qu'il y a pas mal de publications sur Juravenator, sur la peau de Juravenator, dont une qui a été publiée en 2020, qui dit justement que les écailles de Juravenator ne sont pas des écailles, ce sont des adipocères, c'est-à-dire des restes de graisse, et que c'est pour ça qu'on n'en retrouve d'ailleurs qu'au niveau de la queue, parce qu'il faut le savoir, les écailles ne se retrouvent qu'au niveau de la queue, on n'a pas d'autres restes d'écailles. Mais nous, on dit que non, dans ce papier, on dit non, les gars, c'est pas du tout de l'adipocère, c'est pas des restes de graisse, c'est vraiment des écailles pour la simple et bonne raison qu'on a vraiment des écailles qui se répètent dans la morphologie et se répètent parfaitement avec une sorte d'imbrication qui est parfaite. Et puis, on a surtout ces écailles hexagonales qui portent des disques surmontés d'un anneau et qui se retrouvent vraiment chez toutes les écailles du même type dans la même partie de la queue de l'animal. Donc on est tout à fait convaincu qu'il s'agit d'écailles, que ça ne peut pas être autre chose. Et donc dans un premier papier qu'on a publié également dans Current Biology, donc en tant que correspondance, comme le cloaque de Winter, ce qu'on a pu dire, c'est que ces écailles hexagonales qu'on retrouve sur la partie ventrale, donc la partie basse de la queue de Juravenator, ces écailles hexagonales toutes petites, qui font quelques millimètres seulement de diamètre, donc qui montrent une sorte de disque surmonté d'un anneau qui est situé postérieurement, et ça c'est intéressant aussi au niveau de l'écaille, eh bien on les interprète comme des récepteurs de pression en forme de dôme. Des récepteurs que l'on retrouve également chez les écailles des crocodiliens, pas tous les crocodiliens, surtout les crocodiles. Les crocodiles en sont pourvus absolument sur la totalité du corps, ou en tout cas une grande partie du corps. En revanche, les alligators, très intéressants, n'en ont qu'au niveau de la tête, du crâne et, si je ne me trompe, du museau. Mais donc on retrouve ce genre d'écailles avec ce petit disque qui est également localisés dans la partie postérieure de l'écaille chez les crocodiliens, et ce sont donc des écailles qui ont un rôle tactile, c'est-à-dire qui sont capables de détecter des mouvements dans l'eau chez les crocodiliens. Et donc, qu'est-ce qu'on en dit? Voilà, on savait très bien quand même que Juravenator est un animal terrestre, on n'imagine pas qu'il était aquatique parce qu'il ne montre aucune adaptation à ce mode de vie aquatique. Mais par contre, c'est un animal qui vit en fait sur cet archipel de Solnhofen. Donc l'Allemagne, il y a 155 millions d'années, on est dans le Jurassique supérieur en Allemagne. C'est une zone qui est tropicale avec des toutes petites îles, des oasis ou des choses comme ça. C'est un peu la Polynésie française du Jurassique en Allemagne. Eh bien, des animaux qui devaient vivre évidemment sur les parties côtières de ces îles-là, qui devaient donc avoir un accès facile à la mer, qui pouvaient s'y nourrir. On imagine donc que ces écailles tactiles devaient avoir un rôle de détection de mouvement lorsque l'animal se plongeait une partie du corps dans la mer. Et donc, on sait très bien que les dinosaures théropodes avaient une queue quasi horizontale, qui ne reposait pas sur la terre. Donc, on en déduit que cette queue n'est pas utilisée comme par exemple les serpents. Il semble que certains lézards ont également ces écailles tactiles, mais eux, par contre, leur corps repose sur le sol, ce qui n'est pas le cas avec Juravenator. Donc, nous, on pense vraiment que c'est un animal qui devait très certainement
détecter des proies aquatiques, des poissons, dans les eaux côtières de ces toutes petites îles, de cet archipel, et qu'ils devaient se nourrir donc de poissons. Ce qui n'est pas illogique non plus, puisque des proches parents de Juravenator, Juravenator est interprété comme un Compsognathidae, on a d'autres Compsognathidae, du moins un Scipionix, un juvénile qui a été trouvé en Italie, qui est extrêmement bien préservé, avec des restes de poissons dans ses intestins. Donc on sait très bien qu'il y a des proches parents de Juravenator qui se nourrissaient de poissons, donc il n'est pas illogique de penser que c'est un animal qui devait être également au moins partiellement piscivore. Il vit donc dans un environnement plutôt côtier. Il a des écailles sensibles au niveau de la queue. Notre seule et unique interprétation logique, c'est qu'il devait utiliser cette queue pour détecter ses proies. C'est un papier. Et du coup, il devait avoir le corps entier recouvert de ces écailles, tu penses? Non, alors ça, on n'en sait rien. On ne sait pas. Non, on sait en tout cas au niveau de la queue, puisque seules les écailles sont préservées au niveau de la queue. On retrouve ces écailles uniquement dans la partie basse de la queue, ce qui est logique aussi, encore une fois. C'est plutôt la partie basse de la queue. C'est ce qu'on retrouve aussi chez les crocodiliens. En tout cas, on sait très bien que la partie basse de l'animal est recouverte de ces écailles sensibles pour détecter des proies. C'est ce qu'on retrouve chez Juravenator, puisque, et ça c'est l'autre papier, on sait que les écailles de la partie supérieure de la queue sont différentes, non pas ces récepteurs de pression en forme de dôme, puisque ces écailles au-dessus de la queue sont triangulaires en forme de lance, de pointe de lance, et elles sont imbriquées. Elles n'ont pas ces récepteurs de pression. Et puis alors, donc ça c'est dans cet autre papier, on constate donc que Juravenator montre non seulement des sortes de poils, des teguments filamentaires, des filaments sur le haut du corps, mais également 3 types d'écailles. Donc la première située sur le haut du corps, triangulaire et imbriquée. Deuxième, celle que j'ai décrite donc assez en détail, qui sont hexagonales et qui sont surmontées de ces disques avec des anneaux. Et puis la troisième, ce sont des écailles que l'on retrouve au niveau du ventre des serpents, qui sont des écailles assez grandes, allongées et perpendiculaires à la queue, à l'axe de la queue. Très intéressant aussi, premier type d'écaille à être répertorié chez un dinosaure. On a pu constater également dans ce deuxième papier qu'il y avait un autre dinosaure carnivore qui en était pourvu, Concavenator, un Carcharodontosauridae basal, qui montre également des segments comme ça au niveau de la partie inférieure de la queue et qui donc manifestement était pourvu de ce même type d'écaille. Donc ce qu'on peut dire, c'est que, il semblerait que certains théropodes, alors on ne sait pas si tous les théropodes en étaient pourvus, mais en tout cas, il semblerait que autant les Compsognathidae que les Allosauroidea ou les Allosauroidea, étaient pourvus de ce type d'écailles allongées qu'on appelle des écailles, des scutées ventrales. Voilà, ça c'est le terme adéquat. D'accord. C'est marrant parce que je crois donc on n'a pas d'empreinte de peau de Dimétrodon, par contre on a des ichnos, des ichnites, quoi, des empreintes de pas fossiles de Dimétrodon, et en Pologne, si je ne m'abuse. Et il y a une de ces pistes où en fait l'animal s'est relâché, relâché ses jambes, s'est posé sur le sol, et du coup on voit l'empreinte du ventre, et on voit aussi ces espèces d'écailles allongées comme ça, aussi sur le ventre de Dimétrodon, point d'interrogation, parce que Dimétrodon en Pologne, je ne crois pas qu'on en ait retrouvé de squelette, mais un pélicosaure, donc. Voilà, c'est attribué en tout cas à un pélicosaure semblable à Dimétrodon, quoi. C'est hyper intéressant, c'est très intéressant. Alors, ce qu'on a proposé, c'est un rôle plutôt protectif, des écailles assez allongées, donc on les retrouve chez les serpents, mais eux, vraiment, ils rampent sur le sol. Est-ce que ce sont des écailles un peu plus résistantes, ou alors résistantes aux parasites également? Je n'en sais rien. Je peux vous dire en fait, et ça c'est un scoop, qu'on retrouve également ce type d'écailles chez un autre dinosaure
théropode très connu de la formation Morrison, je ne dirais pas plus, très fréquent dans d'autres parties du corps. Alors c'est une information qui m'a été partagée il y a quoi? Il y a une semaine, donc c'est un truc chez un spécimen très bien préservé. Donc voilà, un dinosaure carnivore le plus fréquent de la formation Morrison, et on l'a retrouvé dans d'autres parties du corps, non pas au niveau de la queue, mais un peu plus haut dans le corps. Donc voilà, ça c'est un scoop, donc je ne vais pas en parler plus que ça, évidemment. J'ai été inclus dans ce projet-là, très excitant. Mais oui, donc ça veut dire que c'est un type d'écaille qui devait se retrouver chez au moins d'autres dinosaures carnivores. Et alors tu parlais d'une empreinte de peau comme ça chez un pélicosaure, ce serait le bas du ventre. Eh bien, il semblerait qu'on ait la même chose chez un ornithischien basal. En tout cas, ça a été interprété comme ça. Au niveau de la queue, aussi. Et donc, c'est une empreinte de queue qui a été retrouvée dans le Jurassique inférieur des États-Unis. Et donc, voilà, ça nous dit quand même que la partie inférieure du corps de pas mal de dinosaures devait être recouverte de ce type d'écailles allongées. Donc voilà, donc c'est très intéressant. Je regarde, donc j'ai tes articles sous les yeux, et moi, ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est la qualité de la représentation de Juravenator, le artwork de Jake Bartz. Oui. Est-ce que tu peux commenter un petit peu comment vous avez dirigé la reconstitution de Juravenator avec lui? Avec un immense plaisir. Donc, autant Phil Bell que moi-même, on est très intéressés de fournir, de proposer une reconstitution de ce dinosaure-là de la manière la plus précise possible. Et donc, puisqu'on savait quand même que, il faut déjà savoir, ça c'est important de le signaler, c'est que nous, on a tenté Nature Communication, le journal Nature Communication, avec les deux articles associés. C'est-à-dire qu'on disait non seulement qu'on avait ces écailles sensibles, et également la diversité de trucs. Ça a été refusé. Ce qui nous a permis d'ailleurs de publier 2 articles, dont un qui est assez prestigieux, dans un journal assez prestigieux, l'autre dans une revue quand même très, très bonne aussi, Paléontologie. Donc on est très content avec ce résultat-là. Et je dis ça pourquoi? Parce que dans ce premier article qu'on a soumis à Nature Communication, on souhaitait quand même fournir cette reconstitution, une belle reconstitution d'un Juravenator, puisqu'on fournit des informations quant aux écailles extérieures, donc c'est quand même très intéressant. Donc on a cherché des paléoartistes sur Internet, et on a trouvé Jacob Bartz qui participe en fait à un jeu important qui s'appelle comment? Je ne m'en rappelle plus, c'est pas grave, mais qui est un jeu virtuel avec des reconstitutions très très précises de dinosaures. On l'a contacté, on lui a dit voilà, on souhaiterait avoir une reconstitution de Juravenator précise, la plus juste possible avec les informations qu'on fournit dans le papier. Et tout à fait, il est très content et il commence à nous proposer des différentes sculptures. Alors c'est vraiment un processus qui a pris plus d'1 mois. Il y a vraiment des différentes étapes, et moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Donc où on se prononce non seulement sur les écailles, mais également sur la morphologie du crâne, la posture, la morphologie des membres antérieurs, la queue et tout ça. Et il nous a fait une reconstitution extraordinaire. On est très très contents. Elle a été likée des centaines de fois sur Twitter. Donc ce gars-là a eu énormément de succès par rapport à ça. Il y a aussi la reconstitution des téguments filamentaires qui se trouvent sur le haut du corps. On est très très content. Il faut savoir par exemple au niveau de la couleur, parce qu'il faut se prononcer aussi sur la couleur. On ne connaît absolument pas la couleur de ce dinosaure-là. On connaît par exemple la couleur d'un proche parent qui est Sinosauropteryx, un Compsognathidae, qui avait donc des stripes. Ce sont des bandes au niveau de la queue. On ne voulait pas faire pareil avec ce dinosaure-là. En revanche, on savait que c'était un juvénile. Juravenator a été décrit en tant que juvénile. Donc on voulait quand même montrer que c'était un dinosaure qui devait avoir des couleurs qui se rapprochent plus de celles des juvéniles des oiseaux. On utilise quand même fortement les oiseaux puisque ce sont des théropodes.
Et donc là, voilà, on a reconstitué Jura Venator avec des couleurs de juvéniles de... Est-ce que ce sont les oies ou de canards ou de poules? Je ne me rappelle pas. Je crois que ce sont des oies. Avec ces parties foncées et claires qui se retrouvent sur l'animal. Je trouve ça très très beau. Et puis il a fait ça de manière très juste, avec les écailles qui sont quand même visibles, hein. Et puis seulement quelques filaments tégumentaires qui se retrouvent sur le corps, puisque d'après nous, franchement, ces filaments ne se retrouvent que seulement sur le haut du corps, chose qui n'a pas été proposée par d'autres. Il y a d'autres auteurs qui disent que ces filaments devaient couvrir quand même plus grande partie du corps, mais on a une interprétation différente. Donc voilà. Il nous a proposé cette reconstitution qu'on trouve très très juste. On est très content. Et grâce à ça, ben voilà, notre papier s'est retrouvé dans le National Geographic. Et ouais, c'est chouette, quoi. C'est vraiment super. Comme quoi, franchement, c'est ça que j'aime vraiment. Donc, je suis passionné par mon travail et j'ai pris des photos avec mon microscope électronique des écailles de ce dinosaure, et ça s'est retrouvé donc dans 2 publications, et donc voilà, un article dans le National Geographic. C'est vraiment génial, quoi. C'est chouette de voir les résultats de ces 2 projets. Et voilà, je suis très content de collaborer aussi avec Phil Bell, qui est absolument génial, qui travaille très très bien, qui est comme toi, qui est vraiment effectif, quoi. Donc c'est très agréable. Et on a donc pas mal d'autres papiers. Je peux d'ores et déjà vous dire qu'on va avoir un papier sur les écailles de Carnotaurus qui n'ont jamais été... la peau écailleuse de Carnotaurus, cette apélysauridée, qui n'a jamais été donc publiée de manière détaillée. Ok. Bon bah super, merci beaucoup Christophe de nous avoir accordé de ton temps, c'était super sympa et puis très très clair et très instructif. On a à la fois donc la science qui progresse, mais aussi un petit peu les backgrounds, les backstage de la science et de ce qui se passe derrière les communiqués de presse. C'est ce que je souhaitais faire aussi, hein. Donc la vie de paléontologue n'est pas toujours facile, donc faut pas savoir qu'on est tout le temps sur le terrain. Non, parfois malheureusement il y a des conflits avec les collègues qui naissent. Et puis je vous ai expliqué aussi comment on arrive avec des reconstitutions, collaboration avec des paléoartistes et tout. Ça paraît être aussi intéressant. C'est le backstage du métier de paléontologue. Ouais, c'est bien, voilà. L'être humain est un singe politique. Mais c'est bien, là, tu nous as montré plein d'aspects du travail du paléontologue. Donc c'est vraiment super intéressant. Donc merci encore de nous avoir accordé de ton temps. J'espère qu'on se reverra très bientôt pour une prochaine publication super intéressante comme ça. Et puis je dis à tout le monde à très bientôt sur notre chaîne. Salut! Ciao!